On va pouvoir commencer. Écoutez, merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui et bienvenue sur ce webinaire sur le sujet du bilan carbone, spécifiquement pour les bailleurs sociaux. Alors, pourquoi est-ce que on est là aujourd'hui? Moi, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Gabrielle, je fais partie de l'équipe communication de Elax Énergie. Et donc, ça fait depuis le mois de juin qu'on a lancé ce cycle de webinaires autour de la décarbonation. Pourquoi est-ce qu'on a lancé ce cycle? Tout simplement parce que au fil de nos échanges avec les nombreux bailleurs avec qui on travaille, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai constat et une vraie volonté d'agir sur le sujet de la décarbonation. Au-delà d'une volonté, il y a même une obligation. Mais voilà, pas forcément de recette miracle pour allier à la fois efficacité, maîtrise des coûts, maîtrise des charges pour les locataires. Voilà, beaucoup d'enjeux avec un objectif à atteindre assez ambitieux. Donc nous, on a lancé ces webinaires avec l'objectif clair de vous donner des clés de compréhension et des exemples concrets pour que vous puissiez vous emparer de ces sujets-là et ensuite les mettre en œuvre au niveau de votre patrimoine. Pour ce faire, on fait appel à des partenaires experts, à chaque fois des partenaires qui ont l'habitude de travailler avec les acteurs du logement social et qui sont spécialistes des sujets abordés. Donc aujourd'hui, des sujets du bilan carbone, on y arrivera juste après. Je voulais juste, avant qu'on commence, vous faire un petit rappel des règles du jeu pour ce webinaire. Tout d'abord, en termes pour poser vos questions, vous avez en bas à droite de votre écran un petit espace questions. Donc, dans l'idéal, si vous pouvez les poser à cet endroit-là, ça me permet de les faire ressortir et de pouvoir les prendre en compte au fur et à mesure de la présentation, sans être noyé dans les messages de chat. Il va y avoir 2 temps dédiés pour répondre aux questions, un premier à peu près au milieu de la présentation et un dernier à la fin. Donc, vous inquiétez pas si on ne prend pas vos questions vraiment au fur et à mesure, il y a des moments pour ça. Voilà, écoutez, je pense avoir terminé mon intro et je vais passer la parole à Elsa et Mathieu. Je vous laisse vous présenter. Je vais commencer du coup. Donc Elsa Charon, je suis la responsable de l'activité climat chez GIS Conseil. Donc on est une équipe de 6 personnes et on travaille sur 3 piliers de la transition. D'une part, l'atténuation au changement climatique. Donc là, c'est la réalisation de bilans carbone, de stratégies de décarbonation en lien avec la SNBC, le SBTI. On travaille également sur des PSSED, donc les PSP décarbonés propres aux bailleurs sociaux, et sur des plans d'action de décarbonation. On travaille sur un autre pilier de la transition, qui est l'adaptation au changement climatique. Donc là, ce sont tous les plans, les diagnostics de vulnérabilité, les risques et les plans d'adaptation qui sont nécessaires en fait face au réchauffement climatique qui est en fait déjà là et qui incontestablement va arriver, qu'on mène ou pas des politiques de décarbonation. Et on a un 3e pilier de notre activité qui est justement sur le reporting extra-financier, donc tout ce qui est politique RSE. Donc là, c'est responsabilité sociale et environnementale. Donc voilà, c'est des stratégies qui sont un peu plus globales et qui touchent spécifiquement des réglementations européennes et françaises. Et je finirai sur le fait qu'en fait, on travaille très majoritairement avec des bailleurs sociaux. C'est le pilier historique de notre activité. Donc, pour différents bailleurs sur leur stratégie d'atténuation et d'adaptation. Je vais laisser la parole à Mathieu. Et bonjour, je suis Mathieu Schlesser, donc je suis consultant climat dans l'équipe d'Elsa. Moi, je travaille spécifiquement sur les thématiques d'atténuation, donc quantifier l'impact environnemental du CO2 et de l'autre côté, voir quelle stratégie on peut mettre en place à l'échelle d'un bailleur. Donc, on a réalisé un certain nombre de missions auprès d'un certain nombre de bailleurs sur ces thématiques-là, et aujourd'hui, on va vous présenter juste là comment quantifier bien ces émissions de gaz à effet de serre quand on est un bailleur social. Ce que je vous propose pour répondre à cette question, c'est de procéder de la sorte. D'abord, vous introduire rapidement le cadre réglementaire et les différents enjeux méthodologiques autour de la comptabilité carbone. On regardera ensuite les principaux postes d'émission quand on est un bailleur social, donc à peu près la répartition des ordres de grandeur et quels sont ces différents postes. Structurer sa collecte ensuite, quelles sont les méthodes de collecte de données, quels sont les outils que vous avez à disposition. Et surtout, la question, enfin, c'est savoir à quoi ça sert. Quantifier le CO2 sur une année, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de le projeter dans le temps et de se fixer des objectifs pour réduire la voilure au fur et à mesure du temps.
Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec l'introduction. Alors, très rapidement, sur ce qu'on considère être une obligation réglementaire, il y a eu plusieurs phases dans le déploiement de ce qu'on appelle le bilan des émissions de gaz à effet de serre et sur la nécessité pour les bailleurs de comptabiliser les émissions et de les déclarer chaque année. On commence avec la loi sur la transition énergétique et la croissance verte qui a posé un premier cadre législatif duquel découle ce qu'on appelle le bilan des émissions de gaz à effet de serre, qui est une contrainte française pour les entreprises de plus de 500 salariés qui doivent publier tous les 4 ans un reporting de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre liées à leur activité. Depuis 2022, il est exigé à ce qu'il soit fait sur tout le périmètre de l'entreprise, donc à la fois les émissions directes et indirectes liées à l'énergie et toutes les autres émissions indirectes. On vous détaillera ça juste après. Et s'ensuit la nouvelle réglementation européenne, la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui pose un cadre européen qui reprend en substance ce que faisait déjà la France, mais qui a abaissé le seuil à 250 salariés et qui est d'ores et déjà exigible. Alors, quand on parle de comptabilité carbone et jusque dans le type de webinaire, très souvent on parle du bilan carbone. C'est un abus de langage puisque c'est une marque déposée qui porte sur quelque chose de très spécifique et principalement, nous, ce qu'on décrira, c'est plutôt le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Pour que ce soit très clair, on a 2 normes, une norme non contraignante internationale qui est la norme ISO 14064. Le numéro importe peu ici. Ce qui compte, c'est de se dire que cette norme internationale non contraignante, eh bien, elle pose le cadre de comptabilité et les principales méthodes qu'on peut utiliser pour compter les émissions de gaz à effet de serre. Quand on regarde les normes contraignantes, on a en France donc le bilan des émissions de gaz à effet de serre qui, lui, est exigé réglementairement et qui propose une méthode. Donc ça, ce que vous voyez dans l'encadré en bas, on a 3 méthodes différentes. Donc une méthode qui est celle du bilan d'émissions de gaz à effet de serre, qui est une documentation qui est librement accessible et libre, qui explique concrètement comment compter les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on a une méthode internationale qui est la plus répandue et qui est celle que l'Union européenne exigera dans le cadre de la CSRD pour les prochains exercices, qui est le Greenhouse Gas Protocol, qu'on appelle vulgairement le GAG Protocol. Et enfin, on a une 3e méthode, une méthode franco-française, qui est la méthode bilan carbone, qui a donné son nom en fait à tout ce cadre de comptabilité, mais par abus de langage, qui est gérée par l'association Bilan Carbone, et qui, elle, est une méthode vraiment à part. Donc, par abus de langage, on va dire bilan carbone très souvent, mais en réalité, on parle plutôt du bilan des émissions de gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on compte le CO2 ? C'est excessivement simple. C'est pour le coup à l'échelle de n'importe quel primaire pour la rentrée scolaire, c'est des multiplications et des additions. Une première multiplication entre ce qu'on appelle une donnée d'activité. Donc la donnée d'activité, c'est un indicateur qu'on peut qualifier de physique en général, mais qui peut être monétaire lorsqu'on l'a pas de manière physique. En l'occurrence, dans l'exemple ici, le fait de parcourir 7 km avec une voiture moyenne. Donc la donnée d'activité, les 7 km, qu'on multiplie avec une intensité carbone, qu'on appelle un facteur d'émission. Donc ça, c'est le rapport entre une unité de CO2 équivalent rapportée à une unité qui peut être physique ou monétaire. Donc ici, l'impact carbone du fait de parcourir 1 km avec une voiture moyenne en France. Donc là, en l'occurrence, 0,18 kg de CO2 équivalent par kilomètre. La multiplication entre les deux nous donne ce qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre en CO2 équivalent. Donc ici, 1,6 kg de CO2 équivalent. Là, on l'a fait pour un trajet avec une voiture. Maintenant, vous prenez l'ensemble des activités réalisées par votre entreprise, consommer des kilowattheures pour le bureau, vos locataires qui consomment, la construction de bâtiments, etc. Vous obtenez des émissions de gaz à effet de serre, vous faites la somme de tout ça et vous obtenez votre bilan des émissions de gaz à effet de serre. Alors, rapidement encore ici, mais parce que c'est assez important, lorsque vous avez comptabilisé toutes vos émissions grâce à l'opération précédente, eh bien, vous allez devoir les ranger dans ce qu'on appelle un bilan comptable, mais pour le CO2, avec différentes catégories, différents postes d'émissions. 3 grandes catégories du point de vue du GAG protocole et pas du bilan des émissions de gaz à effet de serre, mais j'insiste donc sur le GAG protocole ici, qui sont répartis en scopes, les scopes 1, 2, 3, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu, en tout cas un anglicisme qui vous est peut-être familier. Donc, on va vous les définir très rapidement ici parce que c'est assez important de les connaître et qu'on en reparlera plus tard dans la présentation.
Mais pas de panique, c'est assez simple. On commence avec le scope 1, qui sont l'ensemble des émissions directes associées à l'énergie. Le scope 1, c'est quoi? C'est très simple, c'est la combustion d'énergie fossile directement réalisée par des véhicules ou des bâtiments qui vous appartiennent, ou en tout cas qui appartiennent au bailleur social. Donc là, par exemple, le bailleur social détient une flotte de véhicules, un employé utilise une Clio et du samplon 95 et roule avec cette Clio pour un déplacement professionnel. On le met dans le scope 1. Vos bureaux sont chauffés au gaz naturel. La chaufferie collective au sous-sol consomme du gaz naturel, le brûle pour chauffer les locaux du bailleur. Eh bien, ça rentre dans le scope 1. Le scope 2, c'est sensiblement la même chose, mais lié à l'électricité et les réseaux de chaleur. Donc, c'est le même périmètre, c'est de l'énergie qui est directement consommée par le bailleur social pour son activité directe, mais ici, l'émission de gaz à effet de serre n'a pas lieu directement chez le bailleur. Quand vous allez allumer la lumière au bureau, vous consommez de l'électricité, mais il n'y a pas de gaz à effet de serre qui s'échappe de l'ampoule directement. L'énergie, elle, est produite dans des centrales nucléaires, des centrales au charbon, au gaz naturel, qui, elles, émettent du CO2, et donc on estime que ce sont des émissions indirectes associées à l'énergie. Historiquement, le bailleur social, ou en tout cas l'ensemble des entités qui étaient soumises au bilan des émissions de gaz à effet de serre, ne devaient publier que sur ces deux scopes. Depuis 2022, le scope 3 s'est ajouté et il se divise en deux parties, le scope 3 amont et le scope 3 aval. Le scope 3, c'est toutes les autres émissions indirectes. Donc, dans le scope 3 amont, on va retrouver les déplacements domicile-travail, le fait que vos employés utilisent leur propre véhicule ou un véhicule de la RATP si vous êtes en région parisienne ou des bus pour le transport public dans d'autres lieux pour aller au travail. Donc, c'est pas directement le bailleur qui met du CO2 ici, mais bon, c'est nécessaire à son activité. Il faut bien que les employés viennent au travail. Les déplacements professionnels aussi, si vous prenez un train par exemple, c'est la SNCF qui va émettre du CO2, c'est pas vous directement, et donc indirectement vous le récupérez dans votre bilan. Mais aussi la fabrication de biens immobilisés comme les bâtiments, les ordinateurs, les voitures, etc. Arrivent les émissions aval, et dans ces émissions aval, on trouve un certain nombre d'éléments aussi, parmi lesquels quelque chose de très important pour un bailleur, notamment les consommations énergétiques de vos locataires. Quand un de vos locataires va, par exemple, souscrire à un contrat d'électricité, il va consommer lui-même l'énergie, c'est lui qui va gérer l'interrupteur, savoir s'il consomme de l'énergie ou pas. C'est pas vous qui avez directement la main dessus, donc c'est dans les émissions indirectes. Mais là, pour le coup, on les rentre quand même dans votre bilan carbone. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les actifs en leasing aval. Donc, il y a d'autres postes, on ne va pas tous les détailler, mais voilà. Donc, voici pour les trois scopes. Maintenant qu'on a vu les principaux postes d'émission, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble où se répartissent, dans quel tiroir on range les principales émissions d'un bailleur. Et quand on regarde les ordres de grandeur en général, ici on vous donne des fourchettes, voilà ce qu'on observe. En vert, d'abord, 2 à 5% des émissions sont liées à vos activités administratives. Ça concerne donc l'énergie des bureaux, les déplacements professionnels, déplacements domicile-travail, vos achats d'ordinateurs pour faire fonctionner l'entreprise. Arrive ensuite entre 10 et 50% des émissions, l'ensemble des émissions associées aux immobilisations et aux travaux réalisés sur ces immobilisations donc du bâtiment. Donc là, on parle de la construction neuve de bâtiments et de la réhabilitation. Et arrive en troisième position, ici, enfin en tout cas en premier poste d'émission du coup, mais dans l'ordre de présentation en troisième, tout ce qui est lié à la consommation énergétique du patrimoine du bailleur. Donc là, la consommation des locataires qui représente, elle, entre 50, 70, ça peut même monter à 80% des émissions du bailleur. Voilà pour les trois grands postes, activité administrative, construction neuve, réhabilitation et l'exploitation, la consommation énergétique. Donc, quelles sont les données qu'on collecte pour ces trois différents postes ? D'abord, les activités administratives, les plus petites. Eh bien, dans la collecte des données pour l'activité administrative, on va récupérer la consommation énergétique des bâtiments et des véhicules, en litres de carburant pour les véhicules, en kilowattheures d'énergie finale en PCI pour les consommations énergétiques des bâtiments de bureaux.
Arrivent aussi les kilomètres parcourus par les employés dans le cadre de leurs déplacements professionnels ou de leurs déplacements domicile-travail, les équipements informatiques, le nombre d'unités que vous achetez, leur typologie, si c'est des ordinateurs, des téléphones, des claviers, des souris, etc. Les achats de services, quand vous dépensez un certain montant pour une prestation conseil pour réaliser votre bilan carbone, vos consultants doivent travailler sur des ordinateurs, ont eux-mêmes des bureaux, etc. Tout ça, vous le comptabilisez dans votre bilan au titre des activités administratives. Arrivent ensuite les constructions neuves et réhabilitation. Et bien dedans, vous allez solliciter vos bases de données du patrimoine avec vos surfaces par typologie de bâtiments, maisons individuelles, logements collectifs, etc. Vous allez collecter un certain nombre de caractéristiques de ces bâtiments avec les années de construction de ces différents bâtis, les dates de travaux, les systèmes de chauffage, etc. Enfin, le troisième poste est le plus important, les consommations énergétiques du patrimoine. Et là encore, vous allez collecter différentes typologies de données, notamment les consommations énergétiques, les vecteurs énergétiques, les systèmes énergétiques, etc. Donc, voilà pour les trois principaux postes. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un premier focus sur les consommations énergétiques du patrimoine qui représentent au moins en général plus de la moitié du bilan carbone, et sur comment est-ce qu'on collecte ces consommations énergétique. Alors, trois possibilités de ce point de vue-là. L'idéal, c'est de prendre la première option qui sont les consommations énergétiques réelles. Alors, consommation énergétique réelle pour un bailleur, c'est parfois possible de les avoir, pas toujours. Dans quel cas de figure c'est possible ? C'est possible lorsque vous avez des chaudières collectives pour du logement collectif et que vous payez vous-même l'énergie et que vous exploitez les infrastructures directement de chauffage avec les chaudières que vous entretenez, où vous pouvez régler les consommations quand vous définissez les températures de consigne. Dans ce cadre-là, vous connaissez les consommations énergétiques de chaque appareil puisque vous les payez et vous les modulez. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, vos locataires peuvent eux-mêmes gérer leur consommation. C'est le cas lorsqu'ils ont des chaudières individuelles gaz, ou qu'ils ont des grille-pains, ou des convecteurs électriques, etc. Et différents contrats d'énergie, où là, vous n'avez pas la main sur leur consommation et vous ne voyez pas ce qu'ils consomment. Dans ce cadre-là, la solution qui vous reste, c'est les DPE, les diagnostics de performance énergétique. Et là, deux cas de figure. D'abord, les anciens DPE. Les anciens DPE, là, vous avez la consommation en énergie primaire par vecteur énergétique. On entend ici le gaz naturel, l'électricité, les réseaux de chaleur urbains, etc. Pour deux usages principaux, le chauffage et le CS. La collecte de ces données pour les anciens DPE est souvent assez laborieuse. Là, vous avez des fichiers Excel, parfois pas toujours complets ou avec un niveau de certitude satisfaisant. Et l'autre alternative qui va devenir en tout cas la plus majoritaire liée à vos obligations réglementaires, c'est les nouveaux DPE. Nouveaux DPE qui disposent d'une série d'informations en tout cas plus précises et plus complètes qu'avant, avec notamment 3 nouveaux usages, les auxiliaires, la ventilation et refroidissement, et l'éclairage, qui vous permettent encore une fois d'affiner un peu la comptabilité. Donc ça, c'est les différentes possibilités pour les données à collecter pour les consommations énergétiques du patrimoine. Pour rappel, 50 à 75% du bilan carbone. Arrivent ensuite les 20 à 30% restants, outre les consommations, les émissions associées à la vie administrative. Eh bien, c'est le carbone embarqué. C'est l'ensemble des émissions associées à la construction neuve et aux réhabilitations. Quand vous allez intervenir sur votre patrimoine, vous allez par exemple bâtir de nouveaux bâtiments. Cette construction, évidemment, émet du CO2, il faut des matériaux, il faut de l'énergie, etc. Et vous allez aussi faire des réhabilitations ou au moins des interventions comme le changement de chaudière, isolation, des ITE, etc. Quand vous faites ça, pour les bâtiments, vous allez consommer des matières premières, consommer de l'énergie, solliciter des prestataires, fabriquer des nouvelles chaudières, etc. Tout ça génère du CO2 et on va le comptabiliser. Alors, on parlait tout à l'heure des différentes méthodes de comptabilité carbone, notamment le GHG protocole, donc une méthode internationale, ou la méthode bilan carbone, la méthode franco-française. Quel impact ça a de changer de méthode ? Par exemple, pour les immobilisations, ça a un impact très concret, notamment sur ce qu'on va compter et la manière dont on compte. Prenons la méthode bilan carbone, la méthode franco-française. S'il avait fallu, par exemple, estimer les émissions de gaz à effet de serre de tout votre patrimoine immobilier mis à la location dans le cadre de votre activité de logement social, qu'est-ce qu'on aurait fait ?
On aurait pris tous vos bâtiments et toute leur surface, on les multiplie par un ratio surfacique qui vous donne les émissions sur l'ensemble de la vie du bâtiment. On divise le total des émissions par la durée de vie théorique du bâtiment, 50 ans, et chaque année, on compte 1/50e des émissions. Maintenant, si on regarde la méthode exigée par la future CSRD, donc la directive européenne qui va imposer un nouveau cadre de comptabilité carbone, et qui demande de respecter les standards du GHG Protocol. Là, c'est très différent. Vous allez prendre une année d'activité, prenons l'année 2023 par exemple, pour l'exercice de l'année dernière. En 2023, vous allez regarder tous les bâtiments neufs que vous avez construits. Vous allez comptabiliser 100% des émissions associées à la construction neuve de ce bâtiment et vous allez imputer 100% de ces émissions sur l'année 2023 pour l'exercice, en tout cas, de l'année concernée. Donc, on a une grosse différence de comptabilité. Il y en a une, la méthode française, où on amortit. L'autre, le GHG Protocol, on n'amortit pas du tout. On comptabilise toutes les émissions. L'avantage du GHG Protocol, c'est que vous suivez les émissions réelles d'année en année. Donc vous pouvez vraiment intervenir dessus, moduler les émissions dans le temps en choisissant des modes constructifs plus bas carbone, etc. Là où c'est plus dur de voir les variations de méthode dans la méthode bilan carbone, puisqu'il y a une énorme il y a l'amortissement, donc il y a une inertie assez importante dans les émissions. L'autre inconvénient, par contre, pour le GHG Protocol, c'est que vous allez potentiellement avoir des émissions en dents de scie d'année en année. Vous avez des années où vous allez avoir des grosses phases d'investissement dans votre patrimoine et des grosses années d'activité, donc avec beaucoup d'émissions. D'autres années avec des faibles activités et des faibles interventions sur votre patrimoine, et donc moins d'émissions. Tout ça pour vous dire que, bien sûr, il faut comptabiliser les émissions et que les méthodes influencent sur ces émissions. On a vu tout à l'heure les différents scopes et le fait que, comme un bilan comptable, vous avez différents tiroirs dans lesquels ranger vos émissions. Et le fait d'avoir différents tiroirs pour ranger vos émissions va avoir un impact assez important pour vous à terme. Mais ce que je vous propose, c'est de prendre, et pour détailler cet impact interne, ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple très concret. Où est-ce que vous rangez vos émissions entre les trois scopes lorsque vous mettez un bien à la location et que vous devez choisir une typologie de contrôle particulier dans un cadre de comptabilité. Quand vous comptabilisez vos émissions, vous avez plusieurs contrôles que vous pouvez choisir. En voici deux, le contrôle financier d'un côté et le contrôle opérationnel de l'autre. Le choix du contrôle va avoir un impact assez important sur où est-ce que vous rangez vos émissions et à terme sur comment vous allez devoir intervenir dessus. Le contrôle financier, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait pour un bailleur de posséder un bien, d'en être propriétaire, de le mettre à la location et de bénéficier donc financièrement des gains associés à cette propriété-là. Le contrôle opérationnel, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait pour un bailleur de maîtriser l'exploitation du bâtiment et donc concrètement de maîtriser l'interrupteur, décider quand vous allumez la lumière, quand vous le baissez et de contrôler l'énergie. Quand vous prenez le contrôle financier et que vous mettez un actif à la location simple, donc vous louez un bâtiment pour une de vos parties prenantes, donc un locataire, eh bien vous allez prendre la totalité des consommations de ce bâtiment dans votre scope 1 et 2 que vous maîtrisez directement, combien même vous n'avez pas le contrôle opérationnel. Maintenant, même cas de figure. Vous mettez un bâtiment à la location auprès d'un tiers et vous choisissez le contrôle opérationnel. Si c'est vous qui gérez la température de consigne, par exemple avec une chaufferie collective et vous décidez que l'hiver, on plafonne à 19 degrés. On estime donc que vous avez le contrôle opérationnel de l'exploitation de ce bâtiment. Donc vous êtes propriétaire. Et donc les émissions vont rentrer dans votre scope 1 et 2. Maintenant, si c'est votre locataire qui détient le contrôle opérationnel parce qu'il a un contrat d'électricité et qui choisit quand il allume sa lumière ou non et qui choisit quand il se fait chauffer du thé avec sa bouilloire ou non, eh bien là concrètement, vous n'avez plus le contrôle opérationnel et on va ranger les émissions dans le scope 3 et les émissions indirectes. Alors, ça paraît un peu abstrait quand on le dit comme ça parce que dans les deux cas, vous comptez les mêmes émissions, vous les rangez juste pas dans les mêmes tiroirs. En réalité, lorsque vous allez réaliser votre stratégie, le scope 1 et 2 va subir un niveau d'exigence plus important que le scope 3, sur lequel vous avez moins de maîtrise. Et donc, le choix du contrôle va avoir un impact ensuite sur votre stratégie derrière.
Tout ça paraît peut-être parfois un peu laborieux et parfois un peu compliqué. C'est vrai que c'est pas une tâche simple, mais c'est une tâche qui est faisable. Et juste pour vous dire, avec une métaphore un peu concrète ici, que c'est un exercice dans lequel vous allez vous améliorer de façon continue. Vous avez sous les yeux un exemple d'une épreuve de Balzac. Ça, c'est la 6e version d'une épreuve qui a été tirée à 8 versions avant de publier le livre final, qui est ici La femme supérieure, mais qui s'appelle maintenant Les employés. Et donc, avant d'obtenir un livre qui deviendra un chef-d'œuvre et quelque chose de final, vous voyez qu'il y a un sacré nombre de brouillons et de versions intermédiaires. C'est exactement pareil avec votre bilan carbone. Les premiers exercices seront pas parfaits, il y aura un certain nombre d'erreurs, mais au fur et à mesure que vous allez réaliser l'exercice, vous allez progresser et je l'espère obtenir au moins presque un chef-d'œuvre. Ce que je vous propose, c'est de prendre une première salve de questions. Gabriel, comme je vois pas le chat, je peux peut-être en prendre s'il y en a. Oui, je rebondis. Merci beaucoup Mathieu. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Je pense que les gens sont toutes oui. Donc, je te propose de continuer puisqu'il ne reste pas énormément de temps et puis on prendra le tout à la fin. Ça marche. Voilà. Merci. Alors maintenant, on va voir comment structurer sa collecte pour vous. D'abord, le premier sujet pour vous, ça va être de réaliser un schéma des flux, donc savoir quand on comptabilise ces émissions, quelles sont les parties prenantes concernées et quelles sont les interactions que vous avez avec elles et où est-ce que vous les rangez. Ensuite, établir un fichier de collecte sur Excel en partie, ça c'est un peu le minimum, où vous prenez ligne à ligne ce que vous devez collecter, les contributeurs associés et les données que ces contributeurs doivent collecter. Et si jamais vous voulez aller plus loin, c'est aussi possible d'utiliser des méthodologies de collecte automatisées, par exemple pour les DPE avec l'API ADEME, mais ça c'est facultatif, ça arrive après, c'est si vous voulez un peu plus loin dans les méthodes de collecte. Alors, l'exemple de schéma des flux, on peut reprendre ce schéma qu'on avait tout à l'heure avec les différents postes d'émission et où est-ce qu'on les range. Là, l'idée pour vous, ça va être de mettre en face de chacun des éléments le nom des parties prenantes concernées, par exemple pour la fabrication de biens immobilisés, les bâtiments, etc., mettre l'entreprise de promotion qu'il y a derrière. Pour les déplacements, domicile-travail, mettre en face vos employés. Attribuer ici un contributeur ou une contributrice qui sera chargé de collecter les informations nécessaires. Demander les informations en lien avec ce poste, donc par exemple pour les déplacements domicile-travail, les kilomètres parcourus par mode de transport. Et enfin, assurer le suivi de la collecte, voir si vous avez bien collecté les différents éléments. Plusieurs outils vous permettent de réaliser cet exercice. Voilà une liste non exhaustive. Et ce que je vous propose, c'est aussi de considérer ces outils à l'aune des acteurs qui peuvent vous accompagner dans cet exercice, au moins pour le premier exercice. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le bilan carbone et le bilan des émissions de gaz à effet de serre, c'est certes quelque chose qui est réglementaire et donc qui doit pouvoir être fait par tout le monde et qui doit être fait par tout le monde. Mais c'est vrai que le premier coup, en tout cas le galop d'essai, c'est toujours bien d'être accompagné, quitte à former quelqu'un sur place qui ensuite pourra en interne le redéployer les autres années puisqu'il sera familier avec l'exercice. Plusieurs façons de le faire. Vous pouvez utiliser Excel, ça a l'avantage d'être gratuit, tout le monde y a accès. Et là, si vous savez utiliser Excel, c'est plutôt simple. L'inconvénient de ça, c'est que c'est un travail manuel qui peut être laborieux. Et là, vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui maîtrise à peu près les données. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser des applications web, parmi lesquelles on peut citer de manière là purement non exhaustive et non incitative. Vous avez des SAMI ou des WeCount qui peuvent réaliser des exercices comme tels avec des plateformes qui sont très accessibles et ergonomiques, qui sont facilement utilisables et réplicables d'une année à l'autre. La difficulté ici, c'est que comme vous êtes contraint par le formalisme de la plateforme, vous devez vous soumettre à l'exercice sous les règles qui sont demandées par la plateforme. Donc, c'est peut-être un tout petit peu moins modulable. En tout cas, c'est largement satisfaisant pour répondre aux exigences réglementaires si vous les utilisez. La troisième méthode, qui elle est un peu plus chère, mais qui est sur mesure, c'est d'utiliser des entreprises qui vont faire du sur-mesure
pour vous avec des API connectés à vos systèmes d'information internes ou d'autres systèmes d'information externes qui vont vraiment procéder de manière structurée et automatisée comme Sweep. Et ça, c'est des outils qui peuvent être très puissants et utiles aussi. Comme on l'a vu, faire le bilan carbone, c'est certes un exercice important, mais l'enjeu principal pour vous, ça va être de vous peser sur la balance d'abord et ensuite d'établir un régime et de vous soumettre à ce régime pour avoir une trajectoire cible et atteindre ces objectifs-là. Pour ça, évidemment, cet exercice itératif du bilan carbone peut être mis en relief avec plusieurs référentiels ou réglementations. Pour les stratégies, je ne vais pas m'appesantir dessus, sur la SNBC notamment, puisque vous avez déjà eu un cycle de webinaire dessus, mais vous n'êtes pas sans connaître l'article 2 de l'accord de Paris, de la COP 21 en 2015, qui exige, en tout cas qui recommande aux États, puisque c'est là aussi non contraignant pour les États, de respecter une élévation moyenne de la planète en dessous des 2 degrés, dans l'idéal en dessous des 1,5 degrés, objectif qui risque d'être dépassé. Pour respecter ces objectifs-là, les États ont mis en place des stratégies nationales, notamment la France, la stratégie nationale bas carbone, mais qui s'applique vraiment à l'État et aux émissions territoriales. Et pour les entreprises ou d'autres entités comme les bailleurs sociaux, d'autres référentiels s'offrent à vous, comme le SBTI, la Science Based Targets Initiative, qui en substance reprend les objectifs de l'accord de Paris et définit des budgets carbone que certains des secteurs d'activité ne doivent pas dépasser. Et à titre d'exemple, on vous a mis sous les yeux ici la trajectoire qui est exigée dans le cadre du SBTI pour le secteur du bâtiment, en tout cas du logement. Là, vous avez 2 courbes, une pour les logements individuels et une pour les logements collectifs, en kilogrammes de CO2 équivalent par mètre carré, pour l'énergie consommée par ces bâtiments. Et donc, vous voyez l'ambition entre 2020 et 2050 et l'effort de réduction et donc les défis que ça apporte pour les bailleurs sociaux dans les années à venir. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aidera pour vos prochains exercices de bilan carbone. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Mathieu. Effectivement, moi, je trouvais que c'était une présentation concrète, en tout cas, sur comment est-ce qu'on peut mettre ça en place au sein de son patrimoine. Je sais que certaines personnes m'avaient prévenu qu'elles devaient quitter la conférence à 14h parce qu'elles enchaînaient sur une réunion. Donc, on a eu quelques départs à la toute fin de ta présentation. Pour l'instant, pas de questions. Je vous laisse peut-être encore 2 minutes si vous en avez au niveau de l'auditoire. De mon côté, moi, je voulais juste refaire un point avec toi sur la différence donc, entre GHG protocole et bilan carbone. Comme tu as expliqué, il y a les 2 qui sont possibles de faire. De ce que j'ai compris, ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est plutôt de s'orienter vers vers la méthode du GHG protocole. Oui, si on regarde les futures exigences européennes, c'est ce qui se dessine. Un deuxième argument qui permet de justifier l'usage du GHG protocole, c'est que si vous voulez vous engager dans le cadre des trajectoires SBTI, par exemple, qui a vraiment un référentiel très sérieux pour décliner des trajectoires de décarbonation, il est exigé que la méthode que vous ayez utilisée soit celle du GHG protocole. Donc ça fait 2 arguments qui commencent à être assez importants pour justifier son usage, sachant que lorsque vous faites un bilan des émissions des effets de serre, si vous utilisez la méthode du GHG protocole, c'est bon aussi, ça respecte les éléments. Donc c'est pas du tout du militantisme anti-bilan carbone, c'est vraiment quand même assez intéressant de l'utiliser en général. C'est tout à fait possible d'utiliser la méthode bilan carbone qui, elle, a l'avantage aussi de vous offrir un outil Excel dédié qui vous permet de l'utiliser aussi. D'accord, merci beaucoup. Je vois que Pascal a posé justement cette question, donc j'ai lu dans vos pensées, Pascal. Et donc juste une deuxième question, Mathieu, si vous aviez un conseil à partager aux personnes qui nous écoutent sur qu'est-ce que je fais demain pour me lancer, c'est quoi la première étape pour mettre le pied à l'étrier? La première étape, alors de bon sens, ce serait peut-être de vous faire accompagner pour déléguer une partie justement de la question, de se poser quelle étape je dois faire en premier. Mais si vous vous faites pas accompagner et que vous devez le faire seul, c'est de vraiment bien
structurer votre collecte en amont avec une grille de collecte précise qui reprend point par point les différents postes d'émission de la méthode du BEGES ou du GAG protocole, donc vraiment un fichier avec tous les postes concernés. Et vous mettez en face votre schéma des flux pour voir quel flux rentre dans quel poste d'émission et quelles données pourraient répondre à l'exigence de comptabilité. Moi, ce que je ferais donc vraiment, c'est de se poser pour bien faire ce fichier de collecte et bien structurer votre schéma des flux. Une fois que ça c'est fait, c'est de l'Excel classique, faire des calculs et ça c'est bon. D'accord. Peut-être une dernière question, du coup, de votre expérience, cette partie-là sur la récolte des données, c'est quelque chose qui prend environ combien de temps? Faut prévoir combien de temps pour un bailleur social de taille moyenne? Entre la première réunion de prise de contact et le moment où on n'accepte plus aucun document, ça fait un peu sévère comme ça, mais disons-le comme ça, il y a 2 mois. 2 mois parce qu'on a remarqué en général que si on attendait plus, les personnes, en fait, en tout cas les bailleurs, n'apportent pas vraiment de nouveaux documents, donc ça allonge juste la collecte pour rien. Par ailleurs, ce que je tiens à préciser, c'est que si vous avez des données manquantes, c'est tout à fait possible de extrapoler à partir de données existantes ou d'utiliser des données moyennes de d'autres bailleurs ou des moyennes sectorielles pour combler des trous. Donc, c'est pas grave de ne pas avoir toutes les données pendant ces 2 mois. Vous avez tout à fait droit d'en manquer. Bon, maintenant, il y a des données où il faut que vous en ayez, il faut que vous connaissiez à peu près votre parc. On peut pas non plus tout extrapoler n'importe comment. Mais en tout cas, on n'a jamais vu de bailleur qui n'avait pas assez de données pour répondre aux exigences réglementaires. Ok, merci beaucoup. On a une question de Pascal qui demande, hormis l'engagement pour la planète, nous sommes engagés par les mesures coercitives mises en place parce que, s'il ne se trompe pas, le bilan des émissions est obligatoire pour les bailleurs de plus de 250 employés. Oui. Tu confirmes? Oui. Oui, ça va. Alors, ça va être obligatoire en plus. Alors, c'est obligatoire et ça le sera d'autant plus dans le cadre européen. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que les sanctions coûtent au bas mot à peu près le prix d'un consultant, voire un peu moins cher. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. C'est bon, bien sûr que c'est coercitif, mais c'est le préfet de région aujourd'hui qui a la compétence pour vérifier si c'est fait. C'est quasiment jamais contrôlé. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en infraction d'ailleurs qui ne le font pas. Et combien même elles le seraient sanctionnées, les sanctions sont pas encore très très dissuasives. Donc évidemment, il faut le faire, c'est réglementaire, c'est coercitif, mais c'est pas encore très incitatif ce cadre coercitif. On va dire ça comme ça. Super, merci beaucoup. Je ne vois pas de questions et on approche de toute façon de la fin de ce webinaire. Donc je vous propose de clôturer. Merci beaucoup à tous les deux pour votre temps et pour cette présentation qui était très riche et qui, j'espère, a donné toutes les clés à notre auditoire. Merci encore. Et puis, toutes les personnes qui étaient avec nous, j'espère que ça vous a intéressé et vous allez recevoir le replay de ce webinaire dans les prochaines heures. Voilà. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Et puis pour les personnes qui sont prévues d'être au congrès HLM, on se voit donc à la fin du mois de septembre. Bonne journée. Au revoir.